Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver. Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous parlons de cette situation dans notre pays où vous suivez certainement, vous avez suivi, aujourd'hui on va dire tout ce qui s'est passé. Le nom du Rwanda revient sur nos discussions internes. Et vous avez suivi, on commencera par l'évate en guerre de M. Mozito, qui pense qu'il faut qu'on aille en guerre avec le Rwanda. Vous avez suivi le propos du pasteur de l'Église catholique, le cardinal Ambongo, qui a parlé de la balkanisation, d'un projet qui serait mis en place. Et vous avez certainement suivi l'histoire des vaches, les 30 vaches de Vital Kamere. Et pour terminer tout, pour tout arrêter, vous avez suivi aussi la déclaration de Nembwana Semi qui se déclare être président, mais il dit, le président Félix Tshisekedi a une présidence de mascarade et il a épousé une Rwandaise. Bref, le Rwanda aujourd'hui est au centre de nos débats. Et donc on parle aujourd'hui de cette question véritablement avec le professeur Voto. Professeur Voto, bonjour, encore une fois, bienvenue. Bonjour Christian Bossembe. Vous êtes devenu finalement un habitué de cette émission et moi ça me fait plaisir. Prof, le Rwanda, on parle de lui. Ça fait 20 ans que le Rwanda est rentré dans nos discussions, même domicile. Oui, comme vous dites, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis que Mouzé Laurent Désiré Kabila est entré ici avec des Rwandais dans ses bagages. Et certains ont été nommés, déjà ils ont eu des alliances avant, certains ont été nommés à de hautes fonctions. Et voilà, depuis ça ne s'est pas arrêté, ça s'est mué à une deuxième guerre en 98. Et puis cette guerre qui n'a pas atteint son objectif, c'est qu'ils ont appelé la guerre de la correction, ce qui n'a pas atteint son objectif. Et depuis, le Rwanda est resté présent au Congo, donc à la situation. Alors mais finalement, le Rwanda, j'ai suivi une vidéo où Kagame dit clairement qu'il n'y a pas que le M23 qui coopère avec le Rwanda. Il dit même Kabila, il parle de lui, il dit la tête a affaire avec nous. Est-ce qu'on vivait dans une situation où, c'est vrai, les gens parlent de l'occupation, les gens parlent de l'infiltration, est-ce qu'on vivait dans une période où l'État était annexé, le Congo était, si pas annexé, mais le Congo faisait partie du Rwanda? Non, on ne peut pas dire annexé. Le Congo, de par sa configuration, c'est un pays continent, ne peut pas être annexé au Rwanda. Et c'est peut-être ça la chance du Congo, mais le Rwanda a suffisamment infiltré l'appareil de l'État, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'armée, de la police, de l'économie. Donc, il y a un contrôle certain. Aujourd'hui, je suis heureux qu'on ne parle plus de ça avec tabou, que de personnalités comme Ambongo, de personnalités politiques, de personnalités du monde de la société civile puissent hausser les tons et en parler, parce que ce n'est plus un secret. Il faut que le Congolais, le commun des Congolais prenne conscience, parce que le pays est en danger. Donc, est-ce que la menace de la balkanisation est réelle? elle est réelle, c'est une menace réelle. On a fait la politique de l'Autriche pendant une vingtaine d'années. On a voulu accommoder les choses, mais aujourd'hui, elle est réelle. La responsabilité des Congolais est engagée, parce que ni les Occidentaux, pour la plupart, ni les pays voisins ne vont nous faire des cadeaux. Donc le Congo, ça gêne. Le Congo, c'est trop de richesses, c'est trop de superficie. Et les Congolais donnent l'impression qu'ils sont inconscients, et alors que les autres sont à l'exigu à côté, les autres n'ont pas assez de richesses, le monde a besoin de ces richesses, mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous représentez. Non seulement vous n'êtes pas conscient, mais vous êtes incapable de capitaliser ce que vous avez, de le rentabiliser, mais aussi de le protéger. Et donc, ça c'est une logique millénaire. Le monde fonctionne comme ça. Là où il y a des richesses, mais ceux qui en ont besoin viennent chercher, il vous revient à vous de protéger vos richesses et de vous protéger. Et alors, depuis plusieurs années, nous avons été défaillants de ce côté et on a train de subir. Alors faisons une lecture, monsieur le professeur. Vous êtes aussi écrivain, journaliste, donc historien, on va dire. Vous écrivez l'histoire souvent dans vos chroniques. Historien du présent. Historien du présent. Monsieur le professeur, dites-nous, comment vous comparez le rapport avec le Rwanda à l'époque de Kasavubu, à l'époque de Lumumba, peut-être à l'époque de Mobutu, et toutes les tranches de Mobutu, et à l'époque de Kabila le père, et à l'époque de Kabila Joseph, et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Est-ce que le Rwanda grandit dans ces rapports-là,
où le Rwanda était mis à l'écart dans certains rapports. En fait, c'était quoi la différence, la démarcation de tous ces présidents-là? Non, ce n'était pas le même Rwanda. À l'époque, déjà, au lendemain de l'indépendance, quand Kasavubu prend le pouvoir, c'était un petit Rwanda. Le Rwanda était en train de chercher à régler ses problèmes internes. Il y a eu guerre aussi au Rwanda, autant qu'ici. Mais la différence là-bas, c'est que comme il n'y a que deux peuplades qui sont en confrontation, Les Tutsis et les Hutus. les Tutsis et les Hutus, à l'époque, ce sont les Hutus. Après l'indépendance, ce sont les Hutus qui avaient le vent en poupe et les Tutsis sont allés en exil. D'où l'exil de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, notamment Kagame et compagnie. Ce sont des jeunes qui ont été chassés de leur pays, d'autres sont nés en exil depuis et ils ont pris conscience qu'il faut rentrer de force au pays. Alors, Mobutu, il a traité avec les Hutus, dont Habyarimana, qui a mis longtemps, mais les rapports étaient étroits parce que Mobutu avait l'avantage, Mobutu était proche de la CIA et connaissait toute la configuration. C'était un journaliste, il était très bien informé des ramifications et il a pris. D'ailleurs, le credo pour lui, c'était la politique du bon voisinage. Et dans cette politique du bon voisinage, il a approché le Rwanda et pendant tout son règne, il n'y a pas eu de problème. Il y avait des franges Tutsis, mais il a su gérer. On lui a reproché pendant longtemps d'être trop large vis-à-vis de Bisengimana. Mais je crois qu'il avait compris. Oui, bien sûr. Quand Mobutu gérait ses dossiers, nous, on était inconscients de ça. On ne savait pas qu'il y avait un problème. Et pourtant, il y avait un sérieux problème, mais il a géré ça à sa manière. Il a préféré leur donner quelques avantages pourvu qu'ils puissent les contrôler, les avoir proches de lui et les contrôler. Et ça a marché. Et pendant tout ce temps, il n'y a jamais eu d'incident grave, il n'y a jamais eu de problème. Jusqu'au jour où les Rwandais qui étaient en exil, notamment en Ouganda, s'organisent pour revenir. Et ça coïncide avec la fin du régime Mobutu qui était très affaibli. Et ça coïncide pour eux aussi que Washington a changé de paradigme. Washington se rendant compte que Mobutu était fatigué, qu'il ne pouvait plus avoir la capacité, et le monde a changé. Hein, donc ça coïncidait en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la perestroïka et tous les changements politiques. La donne n'était plus la même. Oui, donc n'était plus la même. Donc on n'avait plus besoin de ce Mobutu pour gérer les conflits Est-Ouest au cœur de l'Afrique. Il fallait d'autres sous-traitants et ils ont trouvé le Rwanda. Alors le Rwanda avec Kagame qui était dans l'armée burundaise, disons ougandaise, ouais. Et qui va finalement revenir. Mais bon, alors qu'est-ce qui change avec Kabila, Kabila le père? Est-ce que Kagame respecte Kabila le père tout de suite ou il ne respecte pas, il sait que c'est un pion? Il ne peut pas respecter Kagame, mais il ne peut pas respecter Kabila parce que Kabila, en réalité, moi j'ai grandi dans ce pays, j'étais dans cette ville quand la guerre a commencé. Quand la guerre commence en 1996, la guerre a commencé par ce qu'on a appelé la révolte de Banyamulenge. Ce n'était pas un projet de Kabila. Kabila a rejoint le projet de la guerre. Donc on avait monté ce projet-là, il fallait faire partie de Mobutu, ça c'est le projet des Occidentaux, faire partie de Mobutu, et on a trouvé Kagame, mais Kagame fait d'une pierre deux coups. Non seulement il fait partie de Mobutu, mais il a son problème à régler avec les Hutus, les FDLR, qui reste une menace dans la région, il fallait alors, il va le poursuivre. Il va le poursuivre jusqu'ici. Il y a eu génocide de Hutus, mais non seulement ça, un troisième coup, c'est qu'il lorgne sur le territoire congolais. Vous voyez, donc là où les Occidentaux lorgnent sur le minerai, le minerai pour la plupart s'est étalé le long de la frontière Est, depuis le Katanga jusqu'à la province orientale, c'est là où il y a le gros de minerai. Sans parler peut-être du Kasaï un peu avec les diamants, mais le gros c'est dans l'Est. Alors, il lorgne aussi sur le territoire congolais, et voilà, et ça n'a pas changé. Et on trouve un prétexte, on trouve quelqu'un, Musée Laurent Désiré Kabila, rebelle, qui avait oublié la rébellion, qui était devenu affairiste, on va le chercher à Tanzanie. Et on le voit, il vient, il veut trouver un projet, de ok, toi tu pilotes le projet. Quand la guerre a commencé, pendant 2 semaines, on n'a pas parlé des Congolais, on n'a pas parlé de Kabila, c'était des Rwandais, c'était des Tutsis. Et quand ils sont rentrés, c'est ainsi que quand les gens commençaient à crier Rwandais, Rwandais, on a pris Musée, on l'a présenté et il a assumé. Il avait son petit calcul, il avait cherché le pouvoir depuis 30-40 ans dans les maquis, et voilà une opportunité qui lui est donnée d'arriver à Kinshasa, et il joue le jeu. Il dit, ok, il fait semblant, il joue le jeu, jusqu'à ce qu'à la dernière minute, ce n'est pas lui qui devait être président, mais comprenant le jeu,
dans leur temps, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts là-dedans, notamment Ngandou Kisase, qui était l'un des leaders. On l'a éliminé parce qu'il était trop nationaliste. Mais Mouzé s'est dit, bon, je joue le jeu jusqu'à arriver à Kinshasa, on verra. Il a ce qu'il a fait, il s'est autoproclamé président Lumumbashi, prenant à court-circuitant l'organisation qui était là, mais ça allait rester impardonnable. Et donc, voilà. il fait des déclarations, que le Rwandais rentre chez eux, et il se rend compte que dans la délégation que le Rwandais devait rentrer chez eux, il y a Tambo Mwamba qui rentre et il passe à la télé pour dire que non, moi j'ai demandé au Rwandais de rentrer, mais je suis étonné de voir que nos frères sont rentrés aussi. Est-ce que Kabila le père ne le savait pas avant? Non, mais Kabila, il n'y a personne qui savait mieux que Kabila. Il connaissait, il savait. Et tout son comportement, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il a contrairement à Ngandou Kisase, ce qui était frontal, qui disait non, et il en a payé, il a eu pour son compte, Kabila a joué le malin. Il a essayé de jouer le malin, il dit, bon, ok, on arrive à Kinshasa, je vais maîtriser la situation, mais il n'a jamais pu maîtriser la situation. Mais c'était quoi le péché de Kabila le père? C'était quoi son plus grand péché? Non, mais pour les autres, toi, on t'a fait venir pour que tu nous serves de couloir pour entrer. Il y a un grand projet sur le Congo, tu dois nous accompagner. Mais quand il arrive, il redevient congolais nationaliste. Il développe un discours qui n'a rien à voir avec le projet pour lequel il a été invité. Alors, il trahit les traîtres, on va dire. Voilà, il trahit les traîtres. Donc, il a, pour nous, Congolais, qui étions là, calmes, on avait nos problèmes internes, il y avait une conférence nationale souveraine, Mobutu était affaibli. Pour nous, en tout cas pour moi, le premier traître, c'est Laurent Désiré Kabila. Pour tout citoyen sérieux, il comprendrait que le premier traître, c'est lui, bien évidemment. Oui, donc le premier traître, c'est lui qui nous a amené la guerre, c'est lui qui nous a amené les Rwandais, mais non seulement il a fait ça, mais pour les autres aussi, il est un traître, et voilà, il se retrouve au milieu. Il se retrouve au milieu face aux Congolais, face aux Rwandais, et ça ne pourrait pas marcher. Sa politique ne marche pas avec le Rwanda, c'est une hostilité. Le Rwanda va finalement développer des groupes armés, CNDP, RCD et bien d'autres. Kabila n'a pas su parce que la guerre a finalement eu raison sur Kabila. Mais qu'est-ce qui change avec le Rwanda, avec Joseph Kabila finalement, quand il arrive au pouvoir? Les rapports se trouvent à quel point? Non, rien ne change parce que Joseph Kabila fait partie du système. Joseph Kabila, c'est qui? C'est un jeune qui était avec... moi, je n'entre pas dans la discussion, fils de Mouzé ou pas fils de Mouzé, mais il est avec Mouzé, et c'est dans cette dynamique-là qu'il rejoint les Rwandais. Il est pris en charge par James Kabarebe, et il est formé jusqu'à Kinshasa. Et lorsqu'il prend le pouvoir, c'est vrai qu'il change un peu la façon de voir les choses. Kabila a été intransigeant face aux différentes rébellions qui sont partis, les exilés et tous les partis politiques qui étaient muselés. Mais lui, il dit, il donne l'option de réunifier le pays. Il discute avec les rébellions, il signe un accord à Sun City. Mais fondamentalement, pratiquement dans la relation avec le Rwanda, rien ne change. Rien ne change. Est-ce que vous pensez que Kagame a joué un rôle important dans le choix de Kabila comme président de la République? Joseph, je parle. Je crois oui. Okay. Je crois oui. Sinon, s'il ne l'a pas fait, mais en tout cas, il a récupéré la situation aussitôt. Il a récupéré la situation, donc... Lorsque Joseph Kabila accepte ce qu'eux ont appelé l'unification du pays, tout ça, avec le MLC et bien d'autres, est-ce que Kagame joue un rôle important là-dessus ou Kagame, lui aussi, il est court-circuité un peu? Mais lorsque le pays s'est réunifié, il y avait trois grandes composantes, il y en avait plusieurs, mais il y avait trois grandes composantes, RCD, MLC et le pouvoir de Kinshasa. Mais la relation entre le MLC la relation entre le gouvernement et le MLC n'était pas aussi étroite que la relation entre le gouvernement et le RCD. Vous avez vu comment tous les leaders du RCD se sont reconvertis alors qu'ils ont fait la guerre. Hein, à Kinshasa, ils se sont facilement reconvertis. Tous ces leaders-là, notamment James Kabarebe, aujourd'hui, c'est un grand allié de Kabila. Donc, la relation est restée étroite. Ces passés-là communs, ça a été ressoudé. Donc, pour moi, c'est le même système. Est-ce que le MLC ne représentait pas l'Ouganda et que le RCD représenterait le Rwanda? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La relation entre le RCD et le Rwanda n'est pas la même relation que
le MLC et l'Ouganda. Le MLC, c'est l'affaire des Congolais. C'est des Congolais qui, pour la plupart, ne pouvaient plus s'exprimer et tout. Ils ont voulu s'exprimer. Et dès qu'ils s'organisent, dès qu'ils arrivent à Kinshasa, ils coupent la cordon ombilical. D'abord, Bemba déverse ses 20 000 militaires dans l'armée congolaise. Ils n'ont plus aucune relation. Et pour preuve, les grands commandants, par exemple, je citerai par exemple le général Ramouli, c'est le commandant, le chef d'état-major du MLC, mais totalement reconverti de la FRT, et il a coupé le pont avec Bemba. Par contre, si vous regardez tous les militaires venus du RCD jusqu'aujourd'hui, ils sont plus fidèles au RCD qu'à Kinshasa. Ils sont plus fidèles au Rwanda qu'à Kinshasa. Et c'est ça toute la différence. Okay. Donc, eux, ils sont venus dans un cadre d'un projet. Des projets pour rester, des projets pour consolider leur présence au Congo. Alors que les Ougandais, c'était des mercenaires. C'est différent. Les Rwandais, les militaires rwandais, tous ceux qui sont dans la RCD, ils ne sont pas mercenaires. Ils viennent... C'est des alliés, des partenaires. Ils savent qu'ils ont un projet. Ils finissent leur projet. Ils ne se considèrent même pas pour partenaires. Ils vont conquérir un territoire, ils vont rester. C'est chez eux, voilà. Alors que les autres, c'est des mercenaires. Ils viennent, le deal est là, s'il faut prendre des avantages, on vous aide, s'il y a de l'argent, on se partage, c'est fini, nous on part. Voilà toute la différence. Alors, mais on va poursuivre maintenant, monsieur le professeur. Nous arrivons au point où Félix Tshisekedi doit être président de la République. Est-ce que le Rwanda continue à mater les Congo comme dans le port? Parce qu'il faut dire aussi qu'à la fin du mandat de Kabila, les relations n'étaient plus au beau fixe. Est-ce que c'était du théâtre ou c'était vraiment la vérité? Le Rwanda et le Congo, c'était plus j'étais moi non plus. Non, ça c'est de la farce. Ça c'est du paravent, c'est de la farce. Il peut y avoir toujours des petits problèmes, même entre Congolais, même au sein du FCC, il y a toujours des problèmes, même au sein de Cash ou de quelques autres partis. Donc entre le Rwanda et Kabila, il peut toujours avoir quelques divergences dans le détail, tout ça, mais au fond, c'est resté le même. Et malheureusement, Félix Tshisekedi vient dans ce contexte-là. Félix Tshisekedi vient, d'abord, il fait alliance avec Kabila, mais il trouve Kabila avec ses alliés. Voyez-vous? Alors, il est allié de l'allié. Voilà, l'ami de mon ami, Oui. Donc, il trouve Kabila qui est déjà ami à Kigali, et lorsqu'il fait alliance avec... Et quand vous entendez Félix parler de Kabila, donc c'est un consultant, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Et qu'attendez-vous que Kabila puisse conseiller à Félix? Si ce n'est que lui montrer la voie du Rwanda, la voie qui m'a permis à fonctionner, voilà comment ça fonctionne. Et Tshisekedi est rentré là-dedans. C'est pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas eu alternance dans ces pays. Tshisekedi s'est versé dans le système qui existe. Il n'y a pas eu alternance. Alternance sous-entend rupture. Il n'y a pas eu rupture. Alternance sous-entend succession. Il n'y a pas eu succession. Il y a eu... une passation peut-être. Oui. Un transfert de pouvoir. Non, ça c'est des individus, transfert entre individus. Mais l'alternance, ce n'est pas les individus, c'est le système qui change. C'est la gestion qui change, c'est la gouvernance qui change. On a l'impression qu'on est dans le même système, on est dans la même gouvernance avec les mêmes alliés. Raison que ce n'est qu'une impression, monsieur le professeur. Que dites-vous de notre constitution qui consacre la majorité au Parlement aujourd'hui? Non. L'alliance entre Kabila et Tshisekedi, ce n'est pas le fait de la majorité au Parlement. L'alliance entre Kabila et Tshisekedi est intervenue avant qu'on constate la majorité au Parlement. C'est ça, c'est la vérité historique. C'est ça la vérité historique. On a constaté la majorité, je crois, au mois de mars, je ne sais plus à quel mois, mais déjà avant, juste un peu au lendemain, je ne sais pas à quel moment, ils ont eu cet accord-là que personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu. Ils étaient déjà alliés. Quand on voit les grands amours entre Félix Tshisekedi et Kabila déjà à la présentation de serment, là, il n'y avait pas encore de majorité parlementaire. On ne peut pas dire que c'est fait la majorité parlementaire. Mais si, il y avait déjà... C'était dessiné, la majorité parlementaire, c'est dessiné déjà les jours où on a proclamé les élections. Non, pas du tout. Pas du tout. Tel parti pourrait aller dans ceci, dans cela. Pas du tout. Ce qui manquait, c'est peut-être la proclamation. Ce qui manquait, c'est peut-être la formalisation. Vous avez oublié ce qu'on a parlé de la désignation d'un informateur qui n'a jamais été fait. C'était de la formalité, on savait tous que ces gens allaient... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On aurait désigné un informateur, on aurait émis l'hypothèse d'envisager une autre majorité que celle-là. Les gens pourraient même croire que l'alliance entre Félix Tshisekedi
et l'Amouka serait plus naturel, quel que soit que les uns ont gagné les élections, les autres non, serait plus naturel que d'aller vers Kabila, parce que toute la bataille électorale au Congo, c'était quoi? C'était le départ de Kabila. Oui, mais comment vous allez le faire partir alors qu'il a plusieurs députés au sein de l'Assemblée nationale? Là n'était pas la question. Oui. L'alliance entre Félix Tshisekedi, le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Kabila a eu lieu avant le constat de la majorité parlementaire. On n'a Et pas encore, de preuves, prof, malheureusement. non, ça c'est connu. Oui. La majorité parlementaire était venue quelques mois après, Oui. mais déjà c'était les grands amours. Et c'est même ça qui... Non, ça Qui a c'est... dérangé On était dans cette ville. Alors, très bien, on va... Et même aujourd'hui, les comportements de Tshisekedi vis-à-vis de Kabila, le comportement de Tshisekedi vis-à-vis de Kagame, ce n'est pas le fait de la majorité parlementaire. Ça n'a rien à voir. C'est un choix qu'il a fait. C'est un choix qu'il a fait d'être ami à Kabila et d'être ami aux amis de Kabila. C'est pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas alternance. C'est le même système qui continue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Félix Tshisekedi avait un autre choix? Il a beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce qu'il avait un autre choix? Oui. Jusqu'à l'heure où je parle, Tshisekedi a beaucoup de chances. Aujourd'hui, nous savons qu'il a beaucoup de chance, mais je reviens... Oui, même hier. Il aurait fait quoi, par exemple, pour avoir une majorité? Ou pour l'empêcher d'être... Je ne parle pas de la majorité. Je parle... De la cohabitation, il est président de la République. Oui. C'est lui le président de la République. Il n'y a pas que la majorité au Parlement qui compte. Il y a beaucoup de ramifications politiques. En diplomatie, par exemple. Mais tous ceux qui, au départ, étaient hésitants, Washington, Paris, toutes ces grandes capitales, après ils ont rejoint Tshisekedi. Et tout le monde lui demande de prendre distance avec Kabila. Ça, ce n'est pas la majorité parlementaire. Tout le monde dit, on connaît comment ça fonctionne, on connaît comment Kabila a fonctionné. Vous avez toutes vos chances, vous venez d'arriver. Si vous voulez réussir, prenez vos distances. Mais il n'y a que lui qui a fait le choix d'être avec Kabila. Est-ce que vous pensez qu'il a peur des représailles? Pensez-vous qu'il a peur qu'on dévoile l'accord ou vous pensez qu'il a lui aussi une autre carte à jouer? Moi, je crois qu'il a fait un choix. Il a fait un choix, c'est lui le président de la République, c'est lui le commandant suprême des armées, c'est lui qui fait la diplomatie. Je crois qu'il peut faire son choix et prendre ses distances. Je ne pense pas... Alors, si il pense que il ne peut pas être protégé parce qu'il a peur, parce qu'on dévoile bon, je ne sais pas quels seront les dessous des cartes de ces accords, où il a peur pour sa sécurité, mais jusqu'où il va y aller? Parce que chaque jour, on a l'impression que Kabila a encore le contrôle de l'appareil sécuritaire et étant conscient que Tshisekedi ne puisse pas tenir parole, il prend des dispositions. Donc, il risque d'être esclave de son choix. Je crois que ce n'est pas tard. Je crois que des alliés qu'il a, je ne parle pas des alliés, mais quand même, des contacts qu'il a sur le plan diplomatique sont assez suffisants pour qu'il se passe de Kabila. Ok. Alors, mais comment va-t-il faire pour se séparer de Kabila, selon vous, monsieur le professeur? Est-ce qu'il en fait le choix? Il faut d'abord qu'il fasse le choix. Beaucoup de gens ont attendu, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait être tenté de dissoudre le Parlement, créer un incident et dissoudre le Parlement après le 25 janvier. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Est-ce qu'il lui-même a dit qu'il allait venir? Oui, est-ce qu'il a le choix? Mais tout le monde, vous tous, journalistes et les extrémistes de l'UDPS, tout le monde lui a dit ça. Ça, c'est pas un secret, c'est pas moi qui l'ai dit. Les gens disent, pour se dédouaner, il faut qu'on dissoute le Parlement, qu'on puisse aller à des élections anticipées, tout ça. Il ne le fera pas. Vous êtes avec moi, je vous dis qu'il ne le fera pas. Oui, parce que... Tous savons que s'il le fait maintenant, ça va être dangereux pour lui. Il ne peut pas le faire. Quand on sait que, avec tous ces désordres qu'il y a en politique aujourd'hui, avec cette sorte de cohésion que le FCC s'efforce à faire, c'est très dangereux pour lui de dissoudre le Parlement et de prétendre d'envoyer une élection après. Oui, mais ça vient après. Mais en tout cas, le choix qu'il a fait, apparemment, il a fait... À moins qu'il nous surprenne, et ça serait une très bonne nouvelle pour le... Mais vous beaucoup plus sceptique, prof, comme si vous saviez des choses avant tout le monde. Non, moi je l'ai toujours dit. On dit que vous êtes dans le secret de Félix Tshisekedi. Non, moi vous savez qu'il a fait un choix, même si lui-même ne dit pas qu'il a fait le choix. Non, mais quand il parle, moi je n'ai pas besoin d'être devin, mais quand il parle, quand il pose des actes, je me rends compte qu'il a fait un choix. C'est pas moi qui le dis. Lorsqu'il parle de Kabila, on a l'impression que c'est un autre Kabila. C'est pas le même que nous connaissons. Mais c'est un président qui parle, ce n'est pas un opposant qui parlait. Pas du tout. Est-ce que vous ne vous trompez pas dans ça? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un président qui parle et qu'un président parle? Non, mais c'est un président qui parle. C'est différent d'un opposant. J'ai entendu par exemple le professeur Mukwege parler de Kabila avec toute politesse alors que... Eh bien, non, je ne parle pas de politesse, je parle de choix. De choix
d'être alliés, d'être amis politiques, et le choix de considérer qu'on prend une distance. Okay. C'est juste ça. On peut avoir une distance vis-à-vis de quelqu'un, mais tout en le respectant. Est-ce que vous pensez juste que cette coalition, celle qu'elle nous présente aujourd'hui, c'est la même chose que si on était dans une cohabitation? Parce que les présidents prennent des ordonnances, on bloque, qui fait ceci, on bloque, les finances semblent n'être flexibles. Est-ce que nous ne vivons pas la cohabitation dans une coalition? Cohabitation, coalition, tant qu'il il ferait le choix d'allier comme Kabila, ça n'aurait pas changé grand-chose. Par contre, il pouvait bousculer cette coalition. Il pouvait bousculer cette coalition et il pouvait bien se mettre dans les positions, même si on continue à travailler ensemble, mais tout sachant qu'il pouvait affaiblir cette coalition. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, à l'époque déjà, je disais, prenez un scénario autour de AFDC, autour de Bahati. Si vous prenez Bahati, qui est en train de divaguer, on ne sait pas où il est. Mais si Tshisekedi avait l'option de pouvoir se consolider et avoir une marge de manœuvre de FCC, il pouvait récupérer Bahati. Il peut récupérer Bahati. Et s'il récupère Bahati, il a la capacité aujourd'hui de récupérer. Il n'y a pas une cohésion totale au sein de FCC. Il y a des mécontents. Il peut le récupérer, des frustrés. S'il récupère, c'est frustré. Si c'est tourne vers la Mouka qui aujourd'hui déjà avec Moïse, qui est prêt à travailler avec lui. Mais c'est pas la Mouka. Oui, continue à être. Mais oui, mais c'est des discussions. Comment il allait faire? Mais c'est des discussions qu'on peut avoir. Vous voyez que on a refusé sa main. Vous voyez que cette configuration-là ferait que même si cette majorité ne tombe pas, mais au moins cette majorité peut être inquiète. Et surtout affaiblie, on est d'accord, très affaiblie. Voilà. Et là, à ce moment-là, ça lui donne une marge de manœuvre. Ok, on travaille, mais ne demandez pas trop, n'en faites pas trop, parce qu'à tout moment, je peux faire basculer. À ce moment, les rapports de force changent. Mais aujourd'hui, les rapports de force est tel que il doit être docile vis-à-vis de FCC. Alors, et ce qui n'est pas normal. Est-ce que vous pensez que c'est arrêté comme ça reste comme ça? Est-ce que Félix peut changer les choses? J'ai dit depuis le début, j'ai dit toujours, Félix a beaucoup de chance. Félix peut changer beaucoup de choses. Félix a l'appui des Occidentaux. Ils l'ont dit. Peut-être qu'ils ne le font pas assez, mais ils l'ont dit. Peut-être qu'ils l'attendent aussi. Il a l'appui des Occidentaux. Félix peut toujours discuter avec ceux de l'opposition. Il y a déjà Moïse qui est disposé à parler. Bemba ne se prononce pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on peut toujours parler avec lui. Moïse ne représente pas politiquement, sur le plan du Parlement. Il ne représente pas beaucoup. Donc on peut toujours discuter. Voyez-vous? Mais il n'est pas encore dans cette logique. Donc il a beaucoup de marge de manœuvre. Il peut le faire, mais on ne le voit pas le faire. Moi, c'est moi qui le dis en tant qu'analyste. Je n'engage pas pour l'opposition. Je n'ai aucune position dans l'opposition. Mais je crois que c'est possible. Pour l'intérêt du Congo, je crois que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, s'il reste dans cette logique-là, allant encore plus loin, je ne sais pas quelle marge de manœuvre il va faire pour 2023. Peut-être qu'on va parler de 2023 aussi. Mais revenons un peu sur la politique aujourd'hui. Vous avez certainement entendu les vats en guerre de M. Mosito qui pense que le Congo doit aller en guerre contre le Rwanda. Il est tout de suite rappelé à l'ordre par son beau-fils, qui dit que ce sont des propos inacceptables, et bien d'autres politiciens qui estiment que monsieur vit encore au 19e siècle, on est au 21e siècle, les États ne parlent pas de guerre, les États plutôt parlent de diplomatie. Bien d'autres personnes disent, non, Mosito dit ce que tout le monde dit tout bas. Est-ce que vous pensez, quelle était votre propre analyse lorsque vous avez entendu monsieur Mosito dire ça? C'est que j'ai suivi beaucoup de commentaires après cette déclaration de Mosito, mais je n'ai pas vu, vous journalistes, beaucoup de gens tendre le micro, faire de micro-baladeurs autour de ça. Ça aurait été aussi important de savoir ce que le commun des Congolais pense. Bon, il a tenu ce discours-là, je me demande, peut-être qu'il ne réalisait pas les réactions, parce que les réactions, c'est allé jusqu'aux Nations Unies, ce que je lis, mais c'est peut-être malvenu, mais quelque part aussi, avoir la suite, les discours de ceux qui se sont prononcés sur cette question, Monseigneur Ambongo, Monseigneur Bokondoa et les autres. Je crois qu'il a peut-être mal posé un vrai problème. Mosito a mal posé un vrai problème. Mais cette question, on doit l'aborder. Cette question, on doit la poser un jour. C'est un problème. De la guerre.
la paix. Moi, je ne parle pas de la guerre, je parle de la paix. Comment la paix pourrait revenir au Congo? Il n'y a que deux possibilités. Il y a la diplomatie, il y a la guerre. C'est un secret des polichinelles. C'est la diplomatie ou la guerre. Et nous, on a tenté la diplomatie pendant toutes ces années, ça n'a pas marché. Et dans la logique du Rwanda, ce n'est pas sur le plan diplomatique que ça viendra, parce que le Rwanda a une logique, une ambition hégémoniste. Donc, tant que vous êtes faible, on ne négocie pas quand on est faible. Diplomatiquement, ça ne paie pas. Et donc, on doit avoir, Monseigneur Ambongo l'a dit, on doit réformer l'armée, si pas pour faire la guerre dans le territoire rwandais, mais au moins nous protéger. Mozito parle du territoire congolais aussi, pour nous protéger. Ce qui se passe à Beni, ce n'est pas au Rwanda, c'est au Congo. Les militaires qui sont dans l'Est, c'est au Congo. Au moins qu'on puisse se protéger. On ne peut se protéger qu'avec les armes. Et ça, rien à faire. Donc, le problème que Mozito pose, c'est un réel problème, c'est un vrai problème. Alors, les gens se posent des questions. Pourquoi il ne l'a pas posé avant, quand il était encore au gouvernement? Pourquoi il ne l'a pas posé avant, quand les villages étaient décimés, les forêts étaient emportées, quand les vaches, les fermiers sont venus dans le Bandundu? Pourquoi il n'a pas parlé? Non, je crois que ça c'est mal. Non, je crois que c'est mal interpréter les choses aussi. Le Mozito qui parle, c'est un opposant, c'est pas un chef de gouvernement. Et encore, tel qu'on a fonctionné, on a connu Gizenga, on a connu Mozito, on a connu même Matata qui était du parti de Kabila. Aucun chef de gouvernement avait le mot à dire par rapport à l'armée. C'est un Kabila chef militaire, c'est un général qui dirige le pays. Et les affaires de l'armée, c'était entre le président de la République et les chefs d'état-major général. Peut-être le ministre de la Défense, peut-être. Surtout quand le ministre était un civil, peut-être. Mais cette hiérarchie-là, le chef du gouvernement n'a rien à voir là-dedans. On l'informe, on dit on a besoin d'autant de millions de dollars, ici, c'est tout. Donc on ne peut pas dire quand vous étiez... Non, il dirigeait quelle armée, il dirigeait quelle... Non, ça c'est mal posé les problèmes. Et aujourd'hui, le paradigme a changé avec Félix Tshisekedi, qui n'a pas le contrôle de l'armée, vous pensez? Non, je ne dis pas qu'il n'a pas le contrôle de l'armée. Moi, je crois s'il n'a pas le contrôle de l'armée, alors il représente quoi? Nous disons, c'est lui qui est le commandant suprême. Et on lui demande d'agir en tant que commandant suprême. De permuter les commandants qui sont suspectés, de prendre des décisions. Quand il a dit, je veux installer l'état-major général à Beni. Il a installé un état-major général avancé. Mais c'est lui qui a décidé. C'est lui qui doit décider. Et ce qu'on déplore, c'est que est-ce que c'est toujours sous les conseils de Kabila? Si c'est le cas, c'est malheureux parce que pendant 20 ans, Kabila n'a pas présenté autre chose que ça. Est-ce que Kabila, il faut autre chose. Kabila a déjà envoyé un état général, un Kijé avancé là-bas, à Beni? C'était pas dans la logique de Kabila mettre fin à la guerre. Alors maintenant qu'il le fait, maintenant c'est... C'était pas dans sa logique. Comment vous doutez encore si c'est lui qui le fait ou pas? Non, je n'ai pas douté, je dis que ça doit être lui. C'est lui le chef je suis le commandant suprême. C'est lui. Mais c'est que je dis, il ne faudrait pas que ça soit sous les conseils de Kabila. Justement, parce que s'il prend des conseils, s'il pense que Kabila est expérimenté, il est général, il connaît mieux le terrain, il peut me conseiller qu'il va faire quoi? Il fait une erreur. Parce que dans la logique de Kabila, c'était pas mettre fin à la guerre. Pendant 20 ans, il ne l'a pas fait et il ne le fera pas. Alors vous êtes aussi coordonnateur adjoint du chemin de la paix de Dr Denis Mukwege. Pourquoi il n'a rien dit depuis tout ce temps? Il a plutôt parlé avant. Vous oubliez que vous et moi, on a fait autant de missions ici où Mukwege parlait déjà de la guerre à Beni. Il a parlé avant. Mais après Mozito, il n'a rien pu dire. Oui, mais pourquoi vous voulez, vous, que Mukwege doit réagir parce que Mozito a parlé? Mukwege doit réagir parce que tel a parlé. Il a parlé pendant que personne n'avait parlé. À l'époque, quand il faisait des propositions, quand il disait, est-ce qu'on ne peut pas avoir des forces spéciales des Nations Unies, du type Artemis pour résoudre ces problèmes? Il avait parlé. À l'époque, les gens n'ont pas beaucoup prêté attention à ça. Il a toujours parlé de la paix, il a toujours parlé de ça, mais bon, il n'est pas dans le schéma des politiques pour qu'à chaque fois qu'un politique parle, qu'il réagisse. Je crois que ce n'est pas sa logique. Est-ce que nous nous trouvons dans une situation où le Rwanda nous a eu dans le piège? Ça veut dire vous avez Dr Denis Mukwege qui ne parle jamais de la guerre, qui parle non. J'avance. Vous et moi, on a parlé suffisamment. On a même fait des émissions. Il a parlé de la guerre à Beni. Non, mais il a parlé de la guerre, mais il n'a pas parlé que nous puissions faire la guerre au Rwanda. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire. Dr Mukwege a plutôt parlé de la paix. Il a protesté contre la guerre, il proteste contre les massacres inutiles, mais il parle de la paix. Vous avez M. Mozito qui parle, lui, de la guerre.
Vous avez le cardinal Ambongo qui parle, lui, de la balkanisation. Vous avez Félix Tshisekedi qui parle de la diplomatie. Alors je me pose la question, le citoyen lambda retient quoi? Notre rapport avec le Rwanda est à quel niveau? Sommes-nous en guerre? Devons-nous aller en guerre? Devons-nous accepter la paix? Finalement, on fait quoi? C'est quoi la politique exacte? La politique exacte, c'est la politique du gouvernement. Hein, quel que soit ce que vous et moi nous pouvons dire, c'est pas ça qui va changer la donne. Nous, on peut s'adresser qu'au gouvernement, c'est la politique du gouvernement. Aujourd'hui, la politique du gouvernement qui est constatée, c'est que Tshisekedi a choisi la voie de la diplomatie avec le Rwanda. Bien plus. Vous vous rappelez, il y a à peine 45 jours ou 2 mois où Tshisekedi avait lancé un projet de force conjointe Rwanda, Burundi, Ouganda pour contrer, pour résoudre le problème, effectivement pour contrer les forces négatives dans l'Est. Mais ces forces négatives, c'est qui? C'est des Congolais, c'est des Maïmaï, c'est des Maïmaï qui estiment que notre terre est en train de partir, on est en train de nous maltraiter, on est en train de piller nos richesses, nous devons nous défendre parce que l'État congolais ne nous défend pas. Voyez-vous? Mais Tshisekedi va faire alliance avec ces gens pour chasser ces Congolais sur leur terre qui s'organisent en groupe armé. Qui sème la terreur, même voilà, qui sème la terreur, bien sûr. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi oui, si vous prenez le cas de Mouinembwe, il y a aussi les Tutsis qui sèment la terreur. Ceux-là disent que bon, nous sommes chez nous, les Tutsis sont venus. Voilà. Mais la solution, c'est quoi? C'est amener ces forces étrangères pour résoudre ces problèmes. Et c'est là où tout le monde a crié. Heureusement qu'il a fait marche arrière. Donc, il est dans cette logique de confiance. Il a confiance à Kampala, il a confiance à Bujumbura, il a confiance à Kigali. Se trompe-t-il? Moi, je crois qu'il se trompe. D'accord. Tu sais que c'est trompe parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui ont créé les problèmes. Ceux qui ont créé les problèmes, c'est qui? C'est Kigali, c'est notamment Kigali et Kampala. Mais justement, on ne peut pas résoudre le problème avec eux. Mais pourquoi on ne parle pas? Pourquoi? Moi, je pense à un dialogue entre le docteur Mukwege, le cardinal Ambongo et bien d'autres, tous ces grands intellectuels qui pensent les gens du pays. Est-ce qu'il n'est pas question de discuter dans une table fermée et pas en public, mais un peu fermée pour résoudre au moins 3 ou 4 schémas que l'on peut suivre pour résoudre le problème de l'Est? Est-ce que vous pensez que le docteur Mukwege, que M. Ambongo seront d'accord? Mais je crois que ça serait un bon schéma, et ça, c'est le gouvernement qui doit donner l'impulsion. Parce que même si ceux de la société civile se rencontrent, tout ce qu'ils diront, c'est le gouvernement, voilà. C'est le gouvernement. De plus en plus, les gens, je crois, il y a la branche, je crois, ça doit être l'honorable Lutundu là, qui a parlé d'une rencontre politique, tout ça, que ce n'était pas de dialogue, tout ça. D'autres qui disent que ça sera l'occasion de dire encore qu'on partage le pouvoir. C'est vrai, je crois qu'ils ont raison. Mais je crois que lorsque des personnalités comme Ambongo, des personnes comme Mukwege et d'autres personnalités peuvent se rencontrer pour réfléchir, et je crois que Tshisekedi a tout intérêt à consulter ces gens, à consulter l'Église, à consulter la société civile pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais en fin, c'est lui qui décide. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le moyen, c'est lui qui a l'armée. Parce que lorsque vous avez, vous allez me corriger, professeur, lorsque vous avez le docteur Mukwege, qui aujourd'hui a un poids au niveau international, sa voix pèse beaucoup plus que Mozito ou que n'importe quel politicien au Congo au niveau des instances internationales. Si vous avez messieurs comme Ambongo, sa voix pèse aussi au niveau international. Est-ce que les deux personnes ne peuvent-elles pas constituer un vrai lobbying pour imposer l'opinion congolaise à l'Amérique, à l'Angleterre, en Belgique et puis à Paris? C'est ça qui a manqué jusque-là. Et c'est avec raison que le pouvoir de Kabila a ignoré des ressources que représente quelqu'un comme Mukwege. Aujourd'hui, je crois que c'est pourquoi je dis Tshisekedi a toutes les chances du monde pour réussir. Tous ces Congolais, qu'ils soient Ambongo, qu'ils soient Mukwege, ce sont des ressources à la disposition du gouvernement congolais. C'est un gouvernement qui a choisi la voie de la diplomatie, d'inviter ces gens-là, de discuter avec eux, d'avoir un discours, d'avoir un langage et demander qu'autant qu'on puisse s'organiser, que les phares de ce soit sur le terrain, autant sur le plan diplomatique, qu'il y ait une offensive diplomatique
Il peut les nommer, je ne sais pas, ambassadeurs plénipotentiaires. Mais c'est un gâchis qu'on ne puisse pas profiter ces ressources, leur carnet d'adresse, les rencontres, les salons où ils peuvent entrer. Parfois, même que d'autres chefs d'État ne peuvent pas accéder, mais ils peuvent entrer. Mais c'est des ressources. Les cardinals, moi je pense à un schéma, monsieur le professeur, vous allez encore une fois me corriger. Je pense à un schéma où le président de la République appelle, je le dis sincèrement, appelle monsieur Mukwege, appelle Monseigneur Ambongo, il appelle Monseigneur Mosengo, le 3, Ben ouais. Ils discutent ensemble. Je pense qu'ils peuvent faire dire au pape ce que l'humanité peut trembler. Parce qu'il suffit que le pape dise dans sa bouche qu'effectivement le Rwanda agresse le Congo dans telle autre chose. Je pense que c'est déjà un pas. Moi, je crois qu'on va vers là. Il faut qu'on le fasse parce que aujourd'hui, ce schéma est plus avancé qu'hier. Les schémas là-bas. Si vous voyez quelqu'un comme Ambongo rompre le silence, parler tout haut de ce que nous, on murmurait tout bas, c'est qu'il a des informations qui disent, qui sont de nature à tester que... Parce qu'il voilà, a même donné le schéma, il a parlé des terres qui étaient ciblées, il a parlé en commençant de Beni Boutembo jusqu'au plateau de Fizi. Voilà. Et effectivement, c'est là où il y a la recrudescence. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le temps de ces terres, c'est notre pays. C'est le pays de nos enfants, c'est le temps de parler. Et parler, ça ne doit pas s'arrêter à Kinshasa, au micro ici. On doit parler à l'étranger. On doit parler à l'étranger. On doit pointer du doigt ce qu'on doit pointer du doigt. On doit responsabiliser la communauté internationale pour dire, nous savons ce qui se passe, nous savons ce que vous planifiez. Voilà les acteurs. Et vous ne pouvez pas faire ça parce que nous, on est membres de cette communauté internationale. On a droit à la vie, c'est notre terre et c'est notre droit. Alors, je crois qu'il nous manquait beaucoup à l'époque de Kabila, il nous manquait des interlocuteurs et surtout des vrais défenseurs. Et il n'avait pas de poids, mais quand vous avez un prix Nobel, quand vous avez un conseiller du pape chez vous, et ils sont maintenant deux, je vais dire, le cardinal Mosengo et le cardinal Ambongo. Quand vous avez ces gens-là, et quand vous avez les gens qui peuvent entrer dans... Vous avez un monsieur comme monsieur Katumbi, qui rentre finalement dans des bureaux américains assez avancés. Et je me pose à un moment donné la question, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes le problème finalement? Parce qu'on a l'impression qu'on a tous le schéma, on voit tous les schémas des sorties, mais on fait le choix de ne pas suivre ce schéma-là. Ben, je le dis, le pays est en danger. Les dangers de la balkanisation, c'est plus que les élections. Ça vaut plus que les élections. L'enjeu de la balkanisation, ça vaut plus que les élections. Parce que s'il n'y a plus un pays, si le pays est émietté, qu'est-ce qu'on va diriger? Qu'est-ce qu'on va encore voler? Qu'est-ce qu'on va encore piller comme aujourd'hui? Voilà, ça ne serviront à rien. Je crois qu'aujourd'hui, puisque ce Tshisekedi qui est là, il doit faire appel à toutes les ressources. Ce n'est pas une question de conférence nationale ou de dialogue où on vient parlementer, non. Des gens qui peuvent nous aider, des ressources qui peuvent nous aider, des fils du pays qui sont crédibles et qui ont un carnet d'adresses qui peut nous aider. C'est le temps de les appeler et qu'ils portent le discours plus loin. Merci, Monsieur Voto, on va arrêter là aujourd'hui. Mais la dernière question. Vous avez suivi l'histoire des vaches. 30 vaches. Quelle était votre lecture par rapport à cette vidéo? Vous étiez indigné, pas surpris, ou vous connaissiez l'homme? Non, pas du tout surpris. Moi, je connais l'homme. Menté, il en restera toujours quelque chose. Il était naturel. Kamer était naturel et il a fait, dans ce genre de circonstances où on est gay. Quand on prend un peu de bière, on est gay et ce qui est naturel ressort. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Kamer, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il est intelligent, c'est un intellectuel, c'est un fin politicien. Mais malheureusement, il n'est pas sincère avec le Congo. Qui perd dans tout ça? Tout le monde perd. Nous, on perd. Nous, on perd. Lui, il perd en tant que politique. Il aura beaucoup perdu. C'est fini. Kamer est pour 2023. D'ailleurs, déjà que l'UDPS n'est pas prêt à l'accompagner en 2023. C'est fini pour lui. Mais aussi, nous, on perd. Parce que quand nous disons qu'on est piégé au cœur du système, que le verre est dans la pomme, ce n'est pas seulement la sécurité, l'armée, c'est aussi la politique. Combien d'hommes politiques, même dans cette affaire de Beni, combien d'hommes politiques ont été cités, combien d'officiers supérieurs ont été cités qui sont complices dans cette affaire. Et ça vient encore montrer comment, dans des circonstances actuelles où, d'une part, les gens sont de crier à l'agression du Rwanda, que vous puissiez allègrement vous aller vous rendre là-bas et prendre un discours. C'était une invitation privée
C'est normal, s'il est ami à James Kabarebe, personne ne peut lui en empêcher, mais pourquoi il prend parole dans un mariage privé? Et il prend parole, lui, il a une casquette officielle, il est directeur de cabinet. Lorsqu'il prend parole comme ça, il engage la République, qu'il le dise ou pas. Il engage la République. Est-ce qu'il est obligé de citer le nom du chef de l'État et même de l'RDC là-bas? Il était naturel. Ça veut tout dire. Hein, Ouais, il était naturel. Le Kivu, la consolidation du Kivu et le Rwanda. Il était gai et ce qui est au fond de son cœur est sorti dans sa bouche. Merci beaucoup, Monsieur Voto. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes DG de Canal Kin, vous êtes aussi journaliste, vous êtes auteur de plusieurs chroniques. La dernière en date, c'est celle qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Vous êtes aussi, je veux dire, comment on appelle ça, vous avez fait un court-métrage, hein, un film sur les oubliés les anciens combattants. Les anciens combattants. Et vous êtes tout ça, et c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, vous étiez invité de Dites-moi tout, et merci de tout nous avoir dit. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC.